résistance a été multiple. A été d'abord des embryons d'organisation, des gens qui se rencontrent, des petits groupes qui peu à peu se durcissent. Mais en France, il y avait deux zones, zone occupée, une zone comme l'a expliqué M. Liot, et la partie sur la côte qui était particulièrement surveillée par les Allemands. Peu à peu, à l'âge de 14-15 ans, j'ai donc été recruté à travers les organisations sportives. J'appartenais à la FSGT, Fédération du Travail, et qui était relativement à gauche. Nous avions mais des camarades plus âgés qui s'étaient regroupés et qui appartenaient eux-mêmes au Parti communiste déjà. Ces gens-là s'étaient constitués en petits groupes et nous autres, qui étions quand même plus jeunes, nous étions rattachés à l'OSE, qui est un groupement d'étudiants, et que nous avons à accomplir des actes de résistance. De la résistance, tenu compte de ce qui se passait directement autour de nous, des difficultés qui nous obscurcissaient la vie. Pendant 1 an et demi, j'ai milité dans l'OS, OSE, qui a fait naître en 1943, qui a fait naître l'organisation qui s'est appelée les FTP. Les FTP, organisation à caractère militaire qui a été plus organisée. Alors, les FTP, c'était un peu un groupe à part dans la résistance. Nous avons pris l'option du combat brutal, sous forme d'appauvrissement du potentiel militaire allemand, en considérant qu'il fallait se battre pour entraîner des amis jeunes, pour se venger un peu. Il y avait un esprit de vengeance au départ. Les camarades qui plus âgés avaient été fusillés ou déportés par acte de résistance, par acte. Il faut reconnaître que nous n'avons pas une formation militaire trop pensée, comment dirais-je, trop formée. Par la suite, en 1943, là, cette fois, ça a pris un caractère tout à fait organisé. À la suite, quand un groupe de résistants tombait, il était immédiatement remplacé par un autre. Et j'ai donc été chargé d'organiser le successeur, j'allais dire, à ce détachement. Donc en mars 1943, j'ai été chargé de diriger le détachement de Liberté. On a regroupé à peu près 25-26 résistants. Nous avons des actions portées dans l'ensemble du département qui allaient de petits bouts de papier que nous appelions des tracts, quelques mots qui faisaient état de la présence de la résistance, d'actes anti-allemands, conviant à entretenir au regard de la population, de tenir un certain moral. On était chargé de tenir des journaux imprimés clandestinement. Nous composions les premiers tracts avec des jeux d'enfants. Il fallait composer, nous n'avons aucun matériel. Donc avec un jeu, le jeu du petit écolier, l'édition des tracts, que l'on faisait circuler par la population, mais par petits paquets de 10, 20 tracts, etc. J'ai été chargé de rechercher, de monter sur Paris pour véhiculer
les journaux clandestins de la résistance qui étaient imprimés dans la région parisienne, dont France d'abord. Et nous descendions ces tracts. Nous avons cisaillé les lignes téléphoniques, les noces téléphoniques allemandes et françaises, et le long des lignes de chemin de fer. Il fallait grimper au poteau, avec des tenailles, avec du petit matériel, toujours la même chose. Et couper ces différentes fils à certains emplacements, ce qui gênait les transmissions allemandes. Une autre fois, il fallait détruire les entrepôts. Et c'est ainsi qu'un jour, nous avons détruit un entrepôt de charbon, dans le charbon c'est destiné au gazogène. Le gazogène, c'était pour faire fonctionner les moteurs. Nous avons organisé les déraillements de chemin de fer. C'était plus dangereux, notamment le long de la ligne Bordeaux-Nantes. Nous avons plusieurs fois fait dérailler les trains par un moyen très simple. Il fallait déboulonner de nuit, pendant qu'un camarade montait la garde. Il fallait nous déboulonner les rails, les mettre, enlever les éclisses et écarter les rails en les reliant avec un fil de fer, et de façon à ne pas faire de rupture dans le courant électrique qui animait les signaux. Alors, le train, en arrivant, ça chargeait lui-même le travail. Nous avions ouvert ces rails et le train s'engageait, il continuait à écarter les rails et les machines basculaient. Il n'y avait pas à l'époque, nous n'avions pas tellement d'explosifs bien entendu. Nos amis allemands n'ont pas apprécié la situation et ont cherché à passer les FTP de Charente-Maritime. Un jour, revenant du déraillement justement organisé à Corignac, nous avons organisé l'attentat. Et le lendemain, nous étions séparés. Les uns sont montés sur La Rochelle et moi j'ai été chargé de récupérer le matériel qui nous avait servi à dérailler, à faire ce déraillement, et pour le rendre aux employés du chemin de fer qui nous travaillaient beaucoup, leur apporter le matériel en question. Et je suis remonté sur La Rochelle. Et en grimpant le long de la roche, de la route, il y avait une petite côte, et je voyais un petit attroupement. C'était un groupe allemand qui avait attaqué l'état-major des FTP de Charente-Maritime. Les voisins m'ont fait signe, parce que quand même, La Rochelle, c'est une petite ville, et les gens connaissaient nos façons d'agir. Ils m'ont fait signe de stopper et de retourner. Alors je me suis retourné. Il fallait marcher doucement, pour ne pas courir, pour ne pas être repéré. Et je me suis retrouvé en centre-ville en recherchant un contact avec mes hommes. Et le soir venu, il fallait se cacher. J'ai trouvé un de mes amis,
et qui a cherché à abriter dans un endroit très connu de La Rochelle, de façon à éviter ce que les Allemands me mettent la main dessus. Et il m'a donné la clé de la grosse horloge, et qui est le symbole de La Rochelle sur le port. Et dans ce bâtiment ancien, j'ai passé ma première nuit clandestine. Par la suite, je suis remonté sur Paris. Une première fois, j'ai rencontré les survivants de mon détachement. J'ai isolé les hommes, chaque fois que j'ai pu. Et les Allemands en ont arrêté pas mal, une quinzaine de nos camarades. Et moi-même, nous sommes retrouvés devant le tribunal d'exception de Vichy, de condamnation aux travaux forcés. J'étais condamné à 2 ans de travaux forcés au nom du maréchal Pétain. C'est un tribunal français, de la police française, qui agissait pour le compte des Allemands, que mon détachement a été arrêté. J'insiste beaucoup là-dessus. La condamnation effectuée, nous sommes partis des interrogatoires de la Pierre Levé, et nous sommes partis sur la centrale d'Ess. Nous avons participé à la révolte de la prison d'Ess, où étaient retenus 200 personnes, après un combat qui a duré toute la nuit. Nous avions fait prisonnier l'inspecteur de Vichy, qui était en visite. Nous avions, avec mes camarades, nous avons fait ce que nous pouvions. Je signale qu'il y avait un nommé Charpak qui était au milieu de nous, qui par la suite est devenu prix Nobel de physique. Il avait le même âge que nous, et c'est un garçon qui avait du mérite, qui avait une excellente formation déjà, et il promettait, il a tenu sa promesse dans le groupe, qui notamment retenait le directeur de la prison et l'inspecteur des prisons de Vichy. Nous avons demandé à la préfecture de laisser partir pour rejoindre les maquis de Dordogne. Il est arrivé un incident idiot, il a suffi que, au moment où nous avions réussi ce départ vers la liberté, nous avons un camarade qui rentrait et s'est présenté vers quelques militaires français qui nous gardaient, des gardes mobiles. Et il s'est présenté armé, et ils ont fait un geste pour se prendre leurs armes, et la mitraillette de notre camarade s'est enrayée. C'était les scènes, des mitraillettes que nos ennemis nous occupaient, et que nos alliés anglais nous envahissaient. Ces armes s'est enrayées, et c'est des militaires, je vous compris, et ils ont immédiatement ouvert le feu. Et ça nous a tout de suite empêchés de sortir. Il a fallu rendre les armes. Dans le lendemain, dans le jour même, il y a eu un tribunal militaire d'exception. Darnan est descendu lui-même de Vichy, le chef de la milice, et a exigé que nous nous rendions et qu'une partie des détenus soit exécutée. Et après ce jugement, hâtif autant que l'on peut, le jugement
sans que les accusés puissent se défendre. 12 de nos camarades ont été fusillés sur le champ. Et nous avons été par la suite, pendant 2 mois et demi, mis sous une surveillance plus importante. Un jour, nous avons eu la surprise de voir la prison encerclée par la division d'Asres, la division allemande, la division qui a détruit Orado par la suite, et à Tulle. Et cette division était chargée de la répression. Et ils nous ont emmenés à la prison, à la gare de peine d'Agenais, dans le Lot-et-Garonne. Ils nous ont chargés dans des wagons, dans des conditions assez strictes, c'est-à-dire des wagons à bestiaux, clos, qui avaient juste la petite ouverture réglementaire de l'eau, et à 80 à 100 par wagon. Et ils ont fait rouler tout doucement le train. Et un train qui roulait, il s'arrêtait très fréquemment parce que entre les travaux, entre les trains militaires et le trafic, il faisait des haltes, de régler notre train, il faut nous arrêter, repartir. C'est des trains escargots il a fallu 3 jours et 3 nuits pour aller dans la région parisienne et rejoindre le camp de Compiègne. De Compiègne, on est arrivé, on nous a habillés après des journées pénibles et nuits que nous avons passées dans le train, dans des conditions assez épouvantables, où il faut imaginer un certain nombre de personnes entassées dans un train avec de la paille qui sert de litière et sans eau, sans nourriture. Il faisait très chaud. Nous étions en sueur. Ça, nous demandions de l'eau. Il n'était pas question que les gardiens allemands nous en donnent, nous en offrent. Et alors, à la tombée de la nuit, il y avait comme une sorte de ruissellement sur les wagons, la sueur qui s'accumulait, et c'était humide. On a léché les parois de wagon. Ça avait l'impression d'avoir quelque chose qui nous rafraîchissait, qui nous tenait par là. Et puis la faim, ça peut facilement passer. On peut tenir sans faim. Mais là, le 3e jour, c'est devenu plus difficile encore. Parce que nous avons des camarades qui ne tenaient pas tout à fait le coup. Et ça faisait la folie, la soif que les poursuivait. Alors il a fallu maintenir la paix dans le wagon, faire une police intérieure. Enfin, on s'en est bien tiré cette fois. Dans le camp de Compiègne, nous sommes arrivés, nous sommes breuvés tout de suite, et on nous a habillés avec des habits de secours. Alors moi j'avais des habits, puis un jour je me suis rendu compte qu'il y avait des reprises et c'est comme ça que j'ai dedans j'ai appris par les autres prisonniers que c'était des vêtements récupérés par les Allemands au cours d'exécutions de type, des exécutions civiles et autres lors des convois, et qu'ils avaient fait repriser et remettre en état, en réflexion. On est resté quelques jours et
Et on nous a retransportés. On a attendu un jour, et on a vu des avions. Et on a appris que ce débarquement s'était passé. On s'est dit, bon, ça va pas tarder, on va être tranquille. Et les avions sont passés au-dessus du camp de Compiègne. Et il y a un type, on a vu, qui jetait des tracts et puis des trucs métalliques. Et sur le moment, on a cru que c'était destinés aux prisonniers. C'était en fait, les choses métalliques qu'ils lançaient, c'était des protections, les premières protections contre les radars. Enfin, on pensait bien que ça allait servir quand même. Et à ce moment-là, le lendemain, ces messieurs nous ont retransportés dans des wagons. Et cette fois, ça a été un peu plus long, le voyage. Et nous sommes transportés en Allemagne. Alors après le trajet, toujours la même chose. Autant dans le wagon. Pas plus d'eau, pas plus de nourriture non plus. Même nombre de personnes. Sauf que ça durait un peu longtemps. Une demi-journée plus longue. C'est très pénible. Nous avons eu énormément de soif, énormément. Et là, cette fois, j'ai eu des pertes d'hommes. Et rentré, avant d'arriver dans un camp, nous sommes descendus à la gare, le resto, et il fallait traverser le village de Cesse. Et il y avait des ruisseaux, des trottoirs. Et on a bu l'eau qu'il y avait dans ce ruisseau. C'était jusqu'à ce que les Cesses nous mettent sèchement en rang. Et ils nous ont enfermés dans une grande salle. C'est de la chose, c'est comme ça que j'ai fait connaissance. Et ils nous ont laissé la nuit entasser, la nuit toujours sans nourriture. Mais de l'eau, on en avait à volonté. C'est par la suite qu'on a appris que ça servait de salle d'exécution. On a été surpris le premier jour de voir arriver des gens habillés d'un pyjama. Ça nous a semblé un peu, comment dirais-je, c'est pénible. On s'est demandé ce que ça représentait. Et jusqu'à ce qu'on aille nous-mêmes dans le hall. Alors là, on a subi la désinfection. C'est-à-dire qu'on a tout nu, rasé complètement, tout ça, des fils, les uns derrière les autres, rasés, et sous côté de désinfection, alors dans un seau, puis on badigeonnait partout, y compris dans les parties intimes. C'était assez douloureux quelquefois. Et puis on nous a mis dans des blocs, on a fait connaissance à tout, on a commencé à comprendre ce qu'était d'assaut, le système de camp de concentration, de regroupement des hommes. On nous a un peu dressés pendant environ 15-20 jours. On nous a pris les éléments succincts d'allemand, des commandements. On nous a appris que chaque avoir qu'il fallait, même les détenus de droit commun, les criminels allemands qui étaient là, qui étaient arrêtés, il fallait les saluer, il fallait lui parler à vous, même un prisonnier allemand,
c'était une race supérieure. Il fallait prendre en considération. Il est difficile de tout dire. Hein. Après, nous avons eu le travail en commando. Et moi, j'ai été arrêté, mis au commando de le premier détachement, le premier groupe d'usine BMW qui s'occupait à l'époque de moteurs d'avion. Et puis ça a duré une quinzaine de jours. Et puis après, ils m'ont expédié. Ça correspondait ça pas à tout. On m'a expédié sur le toit de l'usine pour couler le béton, transporter les matériaux. C'est pour le renfort qui est le travail de réfection qui suivait les bombardements. Et puis de temps en temps, quand les avions passaient, qu'ils avaient laissé quelques bombes, on était expédié sur Munich pour participer au dégagement des bombes qui restaient dans le sol, fichées dans le sol, ou qui n'avaient pas à exploser. Alors ça c'était facile, on descendait avec nos pioches et puis avec une pelle. Chaque fois qu'on approchait de la bombe, on la faisait doucement, mais enfin on faisait avec nos pelles du bruit. Alors le SS de garde prenait la tangente et se mettait à un abri. Alors, on réduisait notre travail, mais enfin il fallait quelquefois aller jusqu'au bout. Il fallait aller jusqu'à ce que elles soient dégagées. Et c'était des grosses bombes. Hein. Le régime, c'était quelques tranches de pain noir, un litre de soupe, la soupe très, très maigre, hein, qui comportait un peu de bouillon cube, de magie exactement, ce qui était le mot d'ordre. Et le matin, et puis le soir, quelques tranches de pain. Il faut expliquer que la tranche de pain faisait 1,5 cm et c'était un petit carré de 11 à 12 cm de large. Et il fallait attendre le lendemain pour voir les soupes. Alors c'est rapidement nous avons maigri. On a organisé l'entraide. Il fallait en couper un bout de notre pain, on en coupait un petit bout chaque soir, un petit morceau de pain. Donc on faisait une collecte et quand on sentait qu'un camarade allait mal, aussi bien au sens moral que physique, on lui portait le soir une dizaine, une quinzaine de morceaux de pain pour l'aider à survivre. Quant au reste, c'était les exécutions. Le matin, on se levait, on voyait qu'ils avaient avancé les potences. Alors, il y avait une ou deux, trois qui avaient été en sanction par les SS. Et il fallait on les pendait. Et puis nous, il fallait défiler, avant d'aller au travail, défiler devant. Et puis on repartait. Alors le travail, on partait certains dans l'usine, du corvéable dont j'étais. Je grimpais mon transport de matériaux. Ça faisait un cheminement dans la neige.
après une nuit sans sommeil, parce que souvent, dans le camp, de la discipline du camp, lorsqu'il y avait un bombardement, il fallait sortir de notre cabane en bois et se mettre dans les tranchées. En fait, ils mettaient notre misère en plein air et ça ne changeait pas. Pour nous, on s'est resté dormir, c'était si bien. Et quand on retournait, généralement, il y avait le chef de bloc avait, sous un prétexte X, bouleversé nos lits. Il fallait reconstruire nos lits, se recoucher, et à ce moment-là, arrivé 4h du matin, 4h30, à ce moment-là, c'est la sirène qui vous mettait debout. Il fallait aller à l'appel. Alors l'appel, ça pouvait durer 1 heure, ça pouvait durer 3 heures, parce qu'ils comptaient, recomptaient. En fait, ils se foutaient totalement du nombre de gens. Ils prenaient du temps, ils nous faisaient une sanction avant même qu'il y ait un besoin. Et puis, bon, que dirais-je, en arrivant du travail le soir, ça durait 12 heures la journée de travail. En arrivant le soir, ces messieurs décidaient qu'une sanction, qu'il pleuve ou qu'il neige, eux allaient se mettre à l'abri, et ils revenaient, on les attendait, on ne pouvait pas bouger, et décidaient de faire une petite heure de pelote. Alors, il fallait tourner en rond dans la nuit, coucher, debout, allongé, coucher, debout, allongé, courir, debout, aller. Et ça durait 1 heure, 2 heures, jusqu'à ce que les plus fatigués tombent. Tomber, c'était dangereux. Ça déplaisait à un SS. Il avait vite fait de sortir son revolver et de supprimer l'élément qui ne lui avait pas plu. Il avait d'autres plaisanteries. Quand on le longeait les barbelés, on nous ôtait le chapeau, la mutsène, et on le jetait dans les barbelés, le SS. Et le soir, il fallait revenir avec quelque chose sur le crâne. On se débrouillait. Ceux qui ne pouvaient pas se débrouiller, où il y avait un peu de temps de punition, une sanction quelconque, ou l'exécution. Toujours la même chose, très court, c'était un instant très court, c'est vite fait, de sortir un revolver et de descendre le personnage. En fait, il fallait mourir à petit feu. On a vécu la déportation, en fait, ça a été ça. Arriver à tuer les gens par tous les moyens, le travail, l'usure, la faim, et nous, il fallait tenir. Et je crois que ce qui nous a permis, enfin tout au moins au gros de mon groupe, c'est une discipline que nous étions donnés à la centrale d'Est déjà, discipline dans l'action, dans une solidarité sans faille. Il a fallu que le plus valide vienne au secours. Il est arrivé le jour de la libération. Et c'est les Américains qui nous ont ils nous ont laissé quelques jours d'assaut. Et la troupe française, un jour, c'est le général Leclerc qui est venu nous rendre visite. Et qui nous a
avec la simplicité d'un grand soldat. Il n'a pas fait de trucs comme le général de Tassigny, le grand Paroud. Nouveau, il est venu avec son ordonnance, habillé avec un toufion carrément, sauf qu'il avait des étoiles, c'est tout. C'est vraiment, il est venu me serrer la main, ça nous a touchés quand même. Et on était pourtant, on était blasés, hein, et il nous a fait transporter sur l'île de Reichenau, parce qu'on n'était pas capable de revenir dans l'état. Moi, je pesais 39 kilos. J'étais pas transportable. Et le temps que nous sommes restés en France, avant de rentrer en France, un mois supplémentaire. Enfin, cette fois, le régime était moins pénible. Mais il fallait y aller doucement, éviter de donner à manger trop. Parce que, au point de vue santé, ça n'aurait pas collé, on ne pouvait pas reprendre. Puis on était devenus des bêtes sauvages, hein, dans le fond. Oui, ça a été la libération, notre libération à nous. Ça a été le passage à l'hôtel Lutetia, plus ou moins bien reçu par les autres. Dedans, on a trouvé des gens la déportation, ils s'en foutaient. Les militaires qui étaient chargés de nous recevoir, on était des gars qui nous étions battus. Nous, j'avais tiré contre les Allemands, mais vous seriez restés, nous on arrivait. On s'est entendu dire qu'on n'avait pas servi à grand chose. On les a quand même corrigés, obligés de mettre de l'ordre. Bon. Enfin, j'en ai pas resté longtemps, j'ai resté 3 jours à l'hôtel Lutetia. Après, on nous a lancé dans la nature avec un bout de papier pour rentrer chez nous. Alors chacun s'est débrouillé pour trouver un train ou un taxi ou autre chose. Moi, il a fallu que j'aille courir à Angoulême. D'Angoulême, repasser à Saintes, et puis apprendre que La Rochelle s'était rendue quelques jours auparavant. C'est le dernier point de la libération. Voilà. En ce mal, il a fallu ensuite prendre tous les moyens de vivre. J'ai eu à peu près 6 mois de clause militaire et de convalescence. Et puis après, bon, il a fallu que se mette au travail. C'est une longue histoire. Voilà. Alors, des questions? C'était les interrogatoires. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait les Allemands d'un côté, et d'un côté, il y avait le groupe, les policiers français, qui étaient chargés de la recherche des insurgés, si je l'appelais. Les interrogatoires, ils étaient impromptus. Vous prenez à n'importe quelle heure de la journée. Bon, c'est simple, hein, les interrogatoires. C'est les mains. Vous êtes attaché. Moi, j'étais attaché sur une chaise, comme beaucoup. On m'a giflé. J'ai reçu des coups multiples. Et moi, un peu, on est passé de partout. Il est difficile de vous raconter ce qu'on a subi. Parce que
ça part plus d'heures, mais ça durait parfois 1 heure, puis il repartait, il revenait un moment après, mais ils n'ont pas, j'ai pas eu j'ai eu un peu de baignoire où on m'a mis la tête un peu dans l'eau. On m'a séché tous les coups. Et on vous renvoyait dans une cellule. On vous laissait récupérer. Et on vous repensait à l'interrogatoire. Et on recommençait. Moi, j'ai subi à peu près 5 jours des interrogatoires à diverses heures. Ils nous ont fait du coup de nous faire venir encadrés dans la dans la petite cour triangulaire de la prison de Pierre-Levé, avec des soldats en armes. Et nous tenir 1 heure le petit matin, ça fait jamais plaisir. Et ils espéraient nous briser. Donc partant de là, ils nous interrogeaient après. Et j'espérais qu'on avait eu suffisamment la force pour l'exécution. Alors en fait, le plus dur de l'interrogatoire, c'est de faut serrer les dents. Et puis, moi peut-être qu'une gifle, on a souffert, hein, mais peut-être qu'une gifle de plus, c'est à l'usure hein, qui continue à voir. Alors, une gifle de plus, ils cherchaient à savoir les gens que nous avions fréquentés, les gens qui étaient complices. Ma foi, c'est tout près que j'ai pas parlé. Mais je pense qu'il n'y a pas de mérite. Hein, c'est chacun a la chance de pouvoir tenir. Moi, j'en ai pas voulu avec quelques camarades qui ont flanché. Hein, quand vous avez subi la douleur pendant des heures, on ne peut pas dire, on n'est pas sûr de... Voilà. Mais la suite, le jugement est rapide. Sur la section spéciale, c'était vite, hein, c'était 4 juges, plus les greffiers, et vous passiez devant, ils vous annonçaient telle chose s'est passée, telle chose s'est passée, parce que malgré les précautions que nous prenions pour masquer les faits pour le reprocher, comment dirais-je, il arrivait que pour protéger son groupe, il fallait lâcher, ça leur donnait un peu un mot du grain, c'est-à-dire leur raconter une histoire. Et si on pouvait, alors essayer de nous souvenir de qu'à l'interrogatoire précédent, telle chose avait été reconnue et vue. Alors leur répéter la même chose sans arrêt. Parce qu'il y avait quand même une partie de notre action qu'on ne pouvait pas nier. Certains, nous avons notre camarade Tessier, par exemple, celui qui était fusillé, il a été torturé, lui, plus violemment encore, puisqu'ils l'ont travaillé dans les blessures qu'il avait. Et il a lâché un peu certains actes. On ne peut pas vouloir à quelqu'un qui a subi de douleur comme ça de manquer de ne pas garder le silence. Bon, alors le juge
Le jugement, c'était pas grandiloquent. C'est un énoncé par le tribunal. Vous avez commis un tel acte, tel acte. Dans un langage, le langage juridique, judiciaire, qui est un peu confus pour personne qui connaît. Et on définit des peines selon la gravité des actes commis. Alors ça va aller. Quelques amis ont réussi à passer au bénéfice du doute. Ceux-là ont été relâchés. Deux autres de mon détachement ont été envoyés dans des peines de prison allant de 1 à 3 ans. D'autres peines plus graves, condamnés à l'internement, une peine aggravée, 5 ans. Et puis moi, j'ai bénéficié du taux qu'ils ont réservé au chef du détachement, 18 ans, 12 ans de travaux forcés à supporter. Les peines sont des peines juridiques. Les travaux forcés, on les a accomplis en Allemagne, mais en France, il n'y avait pas de travail. On était détenus à Saint-Aldès, dans des conditions douteuses, puisque nous étions 250 à peu près par bloc. Alors là, on couchait sur des chalets surélevés, on regroupait et on faisait des petits groupes de déportés selon nos affinités. Et nous avions organisé une petite université et certains détenus nous faisaient des cours. Des de compétences d'ailleurs, je vous dis, dans Georges Charpak, nous avions plusieurs docteurs. Ils nous ont indiqué, on était encore des mineurs, hein, des adolescents. Alors, c'était ça. Le tribunal, ensuite, a rendu, quand ils nous ont fait ce jugement, ils ont énoncé le jugement. Les agents de la Gestapo, les militaires allemands qui assistaient, c'est une petite salle, hein, nous étions la vingtaine de prisonniers, et puis les avocats, et puis les deux observateurs allemands, c'est tout. On a été très touchés par l'humanité qui existait. Vous pouvez leur raconter le Noël que vous vous étiez organisé, puis les chants, et puis cette infirmière allemande et ce vieux monsieur allemand? Il est arrivé que nous avons rencontré quand même, dans un monde difficile à comprendre, si vous cherchez à le comprendre, et de rencontrer des Allemands qui marchent, ils ne pouvaient pas se battre, qui étaient employés dans cette usine, mais qui sympathisaient avec nous. Je me rappelle le jour où on a fait, c'était avant Noël. Et il avait neigé, ça ne manquait pas, de la neige. Et on traversait les blocs de travail, le hall principal, où étaient les machines pour aller couler le béton parce que le béton, on pouvait le travailler à tous les temps, toutes les températures. Et en traversant cette salle, il y avait
Un gars qui sympathisait. Quand il nous regardait, il passait, il nous faisait un petit signe. Il comprenait, il se rendait compte que ce que nous faisait subir. Et on a eu avant Noël, on est passé près de son bloc atelier, de son bloc de travail. Et le type nous a fait signe en nous montrant son tiroir. On a dit bon, on va regarder à droite, à gauche. Il n'y avait pas toujours un pastel derrière nous. Hein. Et on a tiré le tiroir et il y avait des tranches de pain avec de la confiture qui était préparée pour nous. Ils ne sont pas restés longtemps dans le tiroir. Hein. Vu le régime, on a pu le prendre aussi. Et c'était très bien. J'ai cherché à l'avoir, les ouvriers. La libération, il y avait un tel bouleversement dans la population allemande que. Mais c'est quand même un geste de solidarité. De même que un jour, je boitais, maintenant c'est le jambe de côté cassé, j'ai cassé c'est l'autre. L'autre jambe là, et je boitillais. Il faut dire que j'avais un chien avait une conversation avec moi. Ils avaient une facilité, ils avaient un petit jeu. Lorsque ils nous mettaient en rang papa, et il fallait qu'on se tienne par le bras pour avoir les distances. Et il fallait que ce soit droit. C'est des manies militaires allemandes. Alors, j'avais commis la maladresse d'avoir le pied en dehors des rangs. Et à ce moment-là, il lâchait son chien. Et le chien était dressé. Il ne mordait pas ailleurs, il mordait à la suite. Alors, ça s'était infecté parce qu'on n'avait pas de soins. Pas de. Les toubibs, ils n'avaient même pas d'aspirine pour nous. Hein. Le docteur Lafitte, il le cherchait, il était bien gentil, mais. Et je boitais, quoi. J'avais mis du journal, des morceaux de papier que j'avais trouvé parce qu'il faut masquer cette blessure. Et il y avait une infirmière allemande, une jeune infirmière qui était là, qui va stopper net en marchant, toujours dans le hall. C'était le contact ici avec des civils. Et elle m'a attrapé par le bras. Et dans l'état où j'étais, elle a appelé le SS de garde. Et elle lui a dit, mais pas gentiment, hein. Elle a engueulé, il faut employer un mot. Hein. Et l'autre a bafouillé, et elle m'a envoyé, elle m'a emmené, elle m'a refait un pansement, elle a mis des désinfectants, etc. C'est peu de choses, mais ça aide. Mais ce que ne savait pas la pauvre fille, c'est que l'USS avait parfois la mémoire de ces affaires-là, ils n'appréciaient pas. Et en croyant nous rendre service, je risquais de faire l'objet de sanctions en rentrant par vengeance, quoi. Mais enfin, j'ai apprécié le geste de la jeune femme parce qu'elle risquait que le type te prenne mal et elle-même risquait une peine de. Il y avait les Français, les Allemands qui étaient condamnés, pas condamnés au Dachau, mais ils faisaient une connerie, employant le mot.
dans l'usine ou autre, ils les mettaient pour 3 jours ou 4 jours au régime, titre préventif. Et ça a corrigé le secours. Mais enfin, c'est courageusement, c'est interpellé la jeune femme, c'est bien. Et il n'y avait pas toujours. Il y avait les SS, très dangereux. Il y avait les Polonais, qui étaient des capots généralement, et je vais être très franc. Ça ne plaît pas à tout le monde, mais les Polonais, j'ai pas une grosse estime. On me dit qu'ils ont souffert. Enfin, ça ne justifie pas leur attitude vis-à-vis des Français. Et lorsque ils étaient assez rancuniers, ils prétendaient que nos troupes, en fait, ils prétendaient qu'on n'avait pas agi normalement vis-à-vis de la Pologne. Et après, il y avait que c'était des rafles qu'il y avait eu en Allemagne, où ils étaient, et à la frontière avec la Pologne, et ils ont raflé un peu tout. Hein. Il y avait un mélange plus ou moins. Ça manquait d'éducation, ils étaient ténus. Ils avaient constitué un véritable gang à l'intérieur. Le gang qui s'occupait de la bouffe, qui s'occupait de ce qu'ils pouvaient. Ils organisaient, ils disaient, c'était le mot. Le mot sacré, organiser, c'était on parlait, il fallait savoir que nous étions 30 nationalités mélangées. Hein. Alors, il fallait essayer de se comprendre. Alors, on avait fabriqué, on connaissait 3 mots d'anglais, l'autre d'allemand, l'autre, on parlait de ça, c'était le sabir, on pourrait dire. C'était pas le langage hébraïque, c'était un mélange de langage. C'est des éléments. C'était très bizarre. Mais cette promiscuité avec les clous, j'en ai gardé un très mauvais souvenir. Pour Noël, nous étions des Allemands, ils fêtent Noël, ça se fête, le sapin et tout. Alors ils sacrifient la garde, et ils avaient relâché la garde sur le camp. Et nous avions fait rentrer une branche d'arbre, et on avait mis l'arbre au milieu, près du poêle, un poêle qui ne chauffait pas, hein, qui était décoratif dans le camp. Et nous avons un symbole. Alors, on n'avait pas eu à bouffer ce jour-là, c'est pour fêter les Noël. Et on pensait pour allonger sur nos lits. Et les yeux dans le vague, on parlait un peu des Noëls de chez nous. Et dans la tristesse et le froid, il y a notre porte de cabane, de bloc, s'ouvre, et il y a 7 ou 8 types qui rentrent. Et ils avaient leur numéro, c'était des Slovènes, les Tchécoslovaques, mais enfin les Slovènes. Et dans le silence, cette désespérance, puis ce froid, ils se sont découverts et ils nous ont chanté des chants de Noël. Ils n'avaient rien à donner d'autre. Ils nous ont donné tout leur cœur. Et je crois que ça a été un très beau Noël pour nous. Ça a été très touchant. Et
j'ai gardé un excellent souvenir de ça. Ce choix de Noël. Voilà. C'est le retour. Je crois qu'on peut remercier très fort M. Gauthier. Très mauvaise impression. Lorsque je suis rentré, moi, c'est pas non seulement moi, mais j'ai été reçu à l'hôtel du Tessia. Je m'attendais quand même, pas du tout, j'ai pas eu un accueil remarquable. Ils vont à la douche, comme tout le monde. Chaque fois qu'ils ont pu avoir que les gens qui pouvaient supprimer tout ce qui avait trait à la déportation, c'est-à-dire le piquet, les costumes, les morceaux de costumes que nous avions remportés, et les habiller avec une sorte de costume bleu, les laver en bure, c'est pour et les gens recevaient, ils étaient étrangers, je recevais. Et déjà, on avait reçu, auparavant, on avait reçu, on a pris le train, arrivé en France, les Américains nous ont débarqué. Puis il a fallu qu'on se débrouille pour rentrer jusqu'à Paris. Alors c'est dans le train qu'on avait rencontré pour la première fois des civils. Ah, ils nous ont parlé de la bouffe, et ils nous ont parlé, surtout quand on a traversé l'Alsace, ils nous ont parlé des fins qu'ils avaient eues, des difficultés. Ils ont beaucoup parlé de la misère, les civils, et de l'anticommunisme qu'ils parlaient. Parce que pour eux, les résistants, c'était des communistes. Moi, je me montais tellement, il y avait des communistes, il y avait des démolistes, et on n'a pas estimé que c'était normal, mais c'est certain déjà. Et notamment, je vous dis, j'ai vraiment rencontré le problème. C'est ce problème de méconnaissance de la déportation. Et il vient c'est quelque chose de profond. On retrouve actuellement certains aspects de nationalisme, d'esprit, l'état d'esprit rétrograde. Et nous, on a pris ça de plein fouet. Alors, moi, j'ai reçu pas des insultes, mais je me rappelle de ce capitaine qui était en face de moi, à la réception, et le type genre, tout ça, j'ai dit conneries. Vous seriez resté tranquille, et ben on vous libérait, vous auriez été tranquille. C'était difficile à entendre pour un gars qui avait pris les armes. Il n'était pas seul, j'étais les autres, ils entendaient comme moi. Alors là, on s'est fâché un peu rouge. Et on a demandé à voir au responsable, et puis on a été fait virer le capitaine en question. C'est pas plaisant quand vous retenez la camp de concentration, vous rencontrez des gens qui, eux ils faisaient leur métier de militaire. Ils avaient leur attitude n'était pas chaleureuse, on n'a pas rencontré. Et quand vous sortiez vous avez une autre question qui est embêtante. Quand nous sortions du Tessia, il fallait traverser la foule. Alors là, c'était autre chose. Là, c'était de la désespérance. Vous aviez des mères de famille, des gosses, et chaque fois, ils s'avançaient
avec une photo, et il nous demandait si nous avions connu un tel, si c'est son fils, l'autre c'était un enfant qui était disparu, c'était un... Et vous allez donc reconnaître un homme dans la misère où nous étions, rasé, les cheveux coupés, et affamé, et les autres ne reconnaissaient plus, n'étaient plus, même oui. Et puis supporter plein choc cette misère, parce qu'il y a eu une misère quand même, parmi celles qui avaient des gens qui étaient proches. Et il fallait tout prendre de plein fouet. Alors on a pris de plein fouet les choses. Ça n'a pas été glorieux, ça n'a pas été si facile que ça. Et après, il fallait se débrouiller. On a pris le train, moi j'ai été à Angoulême. À Angoulême, j'ai appris que La Rochelle était occupée plus longtemps. Il y a une partie de l'histoire qui nous échappait. Depuis fin 1943, fin 1943, je dépends de l'autorité judiciaire, des Allemands, la France. J'entendais plus parler d'elle. Je n'avais pas de courrier, on n'avait pas de liens qui avec nous. Alors, on apprenait en même temps, on subissait, et le quotidien, on a senti, les gens, ils avaient pris l'habitude, hein, eux étaient libérés depuis quand même presque un an. Et le retour dans votre famille, le retour proprement dit à La Rochelle. Oui. Vous pourriez nous en parler un petit peu, s'il vous plaît? La Rochelle s'est aggravée pour ça, justement. Parce que les gens de La Rochelle avaient été évacués. C'était le port, le dernier port sur l'Atlantique. Il ne s'était pas rendu. Donc il a fallu qu'il fasse un nouvel armistice, si vous voulez. Alors, moi quand elle est arrivée, il y avait 15 jours que La Rochelle était libérée. Donc moitié de la population était dans des villages autour, c'était pas organisé. Et puis ceux qui étaient, ils étaient 15 000 qui restaient. Et sur les 15 000, il y avait bien 5 000 résistants. C'est comme moi, le nombre de résistants était très fort à La Rochelle les derniers mois. Il y a eu les si vous voulez, beaucoup. Alors là, on a rencontré des résistants qu'il a fallu. Et dans le fond, si vous voulez, en tant que Rochelet, j'ai été accueilli. Ces gens étaient beaucoup plus des gens qu'autre chose. Je ne sais pas, ce qui explique peut-être, j'ai pendant les 3 ans qui ont suivi, les 4 ans qui ont suivi, j'étais en même temps secrétaire des FTP, de l'organisation des FTP. J'ai occupé des gens qui revenaient. Mais ceux-là, c'était des gens qui avaient croché, qui étaient dans le bain. Et puis après, j'ai été débordé. On recevait des demandes d'adhésion, etc., des enquêtes. Mais enfin, on n'a pas été demandé pour être reçu, on a dû être reçu normalement, quoi. Avec pas du respect, mais au moins quelqu'un qui en accorde la tête. Alors, la question, je vous dis, ce qui a été douloureux pour moi, ce passage, on rentrait de ça, ces gens, de la douleur à laquelle on ne pouvait pas répondre. C'est pas si facile, je sais, de naviguer dedans. Non, la question de leur familiale, comme toutes les familles, les gens qui étaient... J'ai retrouvé des beaux-frères, l'un qui était résistant, il était résistant, il était au PTT, il était fonctionnaire. La question, c'est... Il y a des paradoxes là-dessus. L'exemple, il était fonctionnaire, chargé du réseau à La Rochelle est un peu différent.
Et il appartenait à un groupement de résistance. Et en même temps, il était chargé d'assurer le fonctionnement du téléphone. Si bien qu'il a reçu des règles de récompense, une récompense de Wi-Fi, parce qu'il assurait le téléphone. Et en même temps, c'était paradoxal, hein, il était résistant, mais alors, il était décoré. Bon, c'est des décorations subalternes, mais enfin, c'est assez curieux. Ma famille, si vous voulez, marche très bien, sauf celui qui m'avait élevé dans le... Mais le type qui avait eu peur, c'est mon beau-frère. Peur quand il avait surgir la Gestapo chez lui, peur pour sa famille, peur pour... c'était un brillant capitaine, pourtant de la première armée, mais en même temps, quand il s'est trouvé désarçonné, il n'a pas été sympa pendant j'ai été arrêté par les... Je l'ai déshonoré, sa famille, si vous voulez, il n'était pas responsable de rien, il n'a pas voulu savoir, y compris dans le temps où j'ai pensé dessus, hein, c'était une petite histoire, c'était... Non, mais je n'ai pas cherché, hein, je ne sais pas la gloriole. J'avais mis 6 mois de repos. Je vous dis tout à fait, je m'occupais quand même des résistants sur place. Mais j'ai cherché du travail. Je me suis marié dans les 6 mois. J'ai ma fille qui est née 10 mois plus tard, c'est mon aîné. Et après, il a fallu faire comme tous les autres. C'est se passer le boulot, puis c'est tout, se travailler, se faire accepter. C'était plus difficile. Et des voyous, c'est des types qui avaient... Il manquait de comment dirais-je, c'est assez surprenant. Moi, le commissaire Rochelet était un adjoint direct, était en liaison directe à l'internat. Rochelet, lui, il considérait qu'il avait pas ses fusillés de la Libération. Il considérait que ça... Et j'avais Blétel, qui est un ancien des réseaux français, et qui avait un personnage qui s'était, à la suite de la première arrestation, était retourné. Il avait acheté, je ne sais pas, c'était assez. Et lui encore, il m'a foutu la paix, lui. Il ne m'a pas cogné, il m'a pas... il plaisantait. C'était un peu le comédien, il avait le côté agréable, puis de l'autre côté, il y avait Rochelet. C'était le dos, les affaires, comme ça. Voilà. Juste une autre question. Est-ce que vous pensiez survivre quand vous étiez au camp ou parfois vous perdiez espoir? Est-ce que vous pensiez survivre quand vous étiez dans le camp ou est-ce que vous perdiez espoir? En quoi pensiez-vous en fait? Non, j'ai toujours eu que j'ai croché. Comment dirais-je, j'ai pas eu la pensée à un instant que je pouvais laisser ma peau. J'étais engagé dedans. Non.
j'ai pas pensé que ça pouvait jouer les gens autour, tomber, mais je crois que le fait d'avoir fait beaucoup d'hébertisme, de sport, de trucs, d'avoir vécu un copain très jeune, je pense que ça m'a aidé à tenir. Et puis les rapports sociaux que j'ai eus, c'était également de la part des adultes résistants. On avait quand même de bons guides, hein, de bons camarades, plus anciens que nous. Quelqu'un de 30 ans, c'était un personnage ancien. Hein. À notre époque, c'était ça. J'ai pas pensé. Monsieur a posé une question sur les Juifs faisaient ceci ou cela. C'est pour nous, résistants, c'était des hommes qui se battaient. C'était pas de ceci, pas de cela, ce n'était pas de telle race, nous le sommes profondément contre toute définition à caractère racial. Il y a eu des amis juifs. Pourquoi parle-t-on spécifiquement? C'est déjà grave d'en faire une affaire personnelle. Je crois que on établit une notion religieuse là où elle n'a pas sa place, dans les discussions sur la résistance. Et on voit les gens les combattants qui travaillaient avec nous étaient des combattants qui venaient souvent de la guerre d'Espagne. On n'a pas cherché à donner la définition de leur nationalité, ni de leur racisme. Donc il faut éviter de faire des clivages dans la résistance. La résistance a été diverse. Diverse parce que il y avait des courants politiques partout. Il faut se rappeler que de 37, 36 et 35, bien avant, il y avait eu la crise américaine. Il y a eu un caractère revendicatif social du côté français. Il y avait une partie de la nation qui optait déjà en 38, 39, il y avait les groupes tels que Cacagoule, etc. Et que Pétain déjà était inféodé à ces groupes-là avant. Le choix n'est pas un caractère innocent. C'est un type qui a été choisi, qui a profité parce que il a bénéficié, comme beaucoup de généraux, que de la gloire des trophions de Louis XIV, mais il n'a pas bouleversé le monde. Il avait une belle prestance, il faut lui laisser ce qu'il en est, mais c'est tout ce qu'il avait. Le reste, c'était un fasciste notoire, et il faut bien le préciser. Il n'a pas d'excuse. Je ne le considère pas comme un droit, il n'a pas droit à quelconque. Je m'opposerai toujours à cela. Maintenant, en ce qui concerne notre comportement, le vôtre, à la voix, c'est de bannir tout sentiment de haine, mais ça ne veut pas dire que vous ne devez pas vous informer des choses, les apprendre, parce qu'actuellement se joue un drôle de jeu dans lequel vous voyez naître des retours en arrière, des populismes, un certain nombre de tendances douteuses, fascistes, employons le mot, c'est excessivement grave. Et que c'est sans vigilance, c'est un épisode si on fait un front autour, on dit non. Mais il faut dire un moment, il faut prendre un moment dans la vie, ou prendre des engagements qui disent non à ces notions, parce que vous risquez d'être entraîné, et je me méfie des entraînements trop populaires.
des prisons qu'il bâtit ensuite. Donc il faut défendre tout ce qui est démocratique, tout ce qui est européen, de temps en temps, admettre que tout ne se fait pas une seule fois, mais que nous marchons vers quelque chose de grand. Et qu'il faut comprendre que nous avons fait un cheminement, mais que vous avez un chemin à suivre, c'est celui de la recherche de la paix et de la homogénéité des, comment dirais-je, la nécessité de regrouper les efforts. Et que vous avez ça un gros boulot. Hein, que vous permet, parce que la jeunesse, ça vous permet beaucoup de choses.